Bonjour Stéphanie. Bonjour Yumna. Donc bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Stéphanie Ertrich et nous allons parler ensemble de développement informatique. Alors que la croissance est tirée en grande partie par les entreprises et les métiers du numérique, les femmes restent ultra minoritaires dans les métiers de l'informatique, en particulier dans tout ce qui touche à la programmation. Pourquoi? Et pourquoi ça ne change pas? Donc c'est une question qui me turlupine. Et j'espère qu'on va pouvoir, à travers l'exploration du parcours de Stéphanie, de ce qui l'intéresse, etc., avoir peut-être des clés de compréhension ou d'amélioration de cette situation. Donc Stéphanie, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous présenter ton activité aujourd'hui, ce que tu fais au sein de Microsoft, ou tes activités, si tu veux aussi parler de ce que tu fais en dehors de ton job, par exemple. Ouais, alors chez Microsoft, je suis évangéliste technique. C'est un terme un petit peu bizarre qu'on va retrouver par exemple chez Google, Facebook, etc. Mais en gros, ça veut dire que je suis développeuse. Donc je développe des applications où j'aide des gens à le faire. Donc je code dans un langage informatique pour créer des applications, des sites web et ce genre de choses. Voilà. Auparavant, donc là ça fait 5 ans que je suis chez Microsoft, et auparavant j'ai été à peu près 15 ans dans le milieu industriel, où j'étais lead technique sur des projets informatiques. Je vais te poser des questions sur ton parcours, mais du coup, une première question, c'est comment tu te définis toi-même? C'est-à-dire que quand tu te présentes, est-ce que tu te présentes comme une codeuse, comme une développeuse, comme une informaticienne, quels sont les termes ou la manière ou les mots que tu utilises pour te définir? Ouais, codeuse, développeuse, c'est très bien. D'accord. Architecte éventuellement, c'est un petit peu plus... C'est un terme qu'on rencontre plutôt dans notre milieu à nous. Donc si je dois vraiment expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas, je dis voilà, je suis développeuse d'applications. Et si tu veux parler plus jargon avec des gens du métier, tu spécifierais comment pour voir la différence? Ouais, je dirais que je suis développeuse plutôt orientée client natif sur les technologies de Microsoft. Aussi architecte technique. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Qu'est-ce qui t'a incité au départ à t'intéresser à ce métier ou à cet univers? Peut-être avant d'arriver au métier. En fait, quand j'étais jeune, enfin quand j'étais petite, j'avais environ 8 ans, quelque chose comme ça, j'ai mon cousin qui a eu un ordinateur, et puis j'étais bien pote avec mon cousin. Et ça m'a fascinée. À l'époque, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui, c'était vraiment rare. Et c'est un truc qui m'a plu, on jouait sur son ordinateur, et j'ai eu le droit d'en avoir un aussi. C'est comme ça que j'ai commencé, en jouant. Voilà, quand j'avais quelques années. Et puis, en fait, ça m'est resté. J'ai eu d'autres ordinateurs, ça m'a plu. Et de fil en aiguille, je suis vraiment restée dans ce milieu-là. J'ai commencé à fréquenter les forums sur le Minitel à l'époque. Ah ouais. Mais les forums informatiques, en fait. Autour des jeux, et puis autour des... Voilà, il y avait des communautés qui créaient des démos, des démonstrations, en fait, qui tournaient sur des ordinateurs. Et je suis rentrée vraiment dans ce milieu-là. Et je ne suis jamais vraiment sortie, voilà. Comment avant de parler de tes études, puisque je vais t'interroger là-dessus, quand on est enfant, et surtout quand on voit aujourd'hui le nombre de jeux qui existent, comment on passe du fait de jouer au fait de tester la programmation, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, Alors ça, c'est une vraie bonne question. Effectivement, il y a plein de monde qui joue, et il n'y en a pas tant que ça qui ont envie de voir ce qui se passe derrière. Je sais pas, j'ai constaté en fait avec les amis que j'ai et les gens que j'ai dans mon entourage professionnel qui sont développeuses, donc des femmes qui codent, il y en a pas mal qui sont passées par la phase de Lego. Moi je jouais énormément au Lego, et même les Lego techniques, tu sais, où tu construis des voitures avec des... Pour grands. Pour les adolescents, on va dire, ados, enfin à l'époque c'était un petit peu ça. Et le fait de suivre des plans, de monter des projets qui aboutissaient à quelque chose de concret, avec un objet à la fin finalement, j'ai l'impression que ça dédramatisait un petit peu justement tout ce côté technique, parce que par ailleurs après, si je devais brancher, je sais pas, un ampli avec des enceintes et qu'il y avait 2 câbles, ça me faisait pas peur de dévisser un truc et de les mettre dedans, de les dénuder. Je sais pas si c'est pour ça, mais peut-être que ça dédramatise le côté technique des choses, qui fait que je suis capable de faire une grosse voiture en Lego avec des sièges réglables et une boîte de vitesse. Peut-être que je suis capable aussi de monter une application, en tout cas de coder quelque chose, mettre des éléments les uns avec les autres pour que ça donne quelque chose de technique à la fin sur le côté informatique. Voilà. J'ai aucune preuve de ça évidemment, mais je me dis s'il devait y avoir quelque chose, c'est peut-être ça. Du coup, après, quelles études tu as faites? Alors moi j'ai fait d'abord j'ai fait un bac scientifique.
Ensuite, j'ai fait un bac plus 2 DUT d'informatique. Et ensuite, je suis allée 3 ans à la faculté, voilà, licence, maîtrise DESS. Enfin, c'est plus les mêmes termes aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Un bac plus 5 en informatique. Voilà. Mais du coup, tu as tout de suite voulu faire informatique, c'est-à-dire que la question ne s'est pas posée quand il s'agit de ton orientation professionnelle. En fait, j'ai hésité avec de la bio. Voilà. Mais bio, informatique, puis je suis partie vers l'informatique parce que c'était vraiment un domaine qui me plaisait. Est-ce que tu étais au-delà de ton cousin, est-ce que tu étais dans un environnement, mais quel qu'il soit, hein, que ce soit familial, géographique, l'école, etc., qui pour toi a favorisé cette orientation? Pas du tout. Non? Non, parce que mon père est ébéniste et ma mère est secrétaire, donc rien à voir. Par contre, mon père Emmanuel, effectivement, ébéniste. Voilà, alors, il fait des trucs aujourd'hui, avec on ses dirait mains, que c'est un maker, mais... Ouais, un maker, on peut dire ça, on peut extrapoler jusque-là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Un peu tiré par les cheveux. Mais voilà, je sais, j'ai pas été trop... Enfin, j'étais pas dans un milieu favorisé pour aller vers la tech. J'ai pas l'impression. D'accord. Et du coup, pour toi, les facteurs d'influence, à part ton cousin, c'est vraiment... ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de dire, ça tient à peu de choses, entre guillemets, ou... Pour moi, j'ai l'impression que ça tenait à peu de choses. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Mais ouais, c'est peut-être le hasard. Je suis tombée sur une boîte de Lego, ça m'a plu. J'ai monté des trucs et petit à petit, j'en ai voulu d'autres parce que peut-être à l'époque, il n'y avait pas d'autres jeux qui me plaisaient. Ou je jouais aussi beaucoup à la poupée. Hein. Quand j'étais petite, j'étais pas spécialement... Oui, c'est pas binaire. Quoi. Non, voilà, c'est pas exactement. C'est pas 0 ou 1. Mais voilà, je me suis retrouvée là-dedans. Et vraiment, si j'ai choisi l'informatique, c'est parce que j'aimais la partie technique du job. D'ailleurs, je le suis restée. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de développeurs ou développeuses qui changent d'orientation à partir d'un certain niveau de seniorité et qui passent dans le management. Parce que pour progresser en France, c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça marche. Et voilà, non, je fais vraiment le choix de rester dans la technique. Et une question, du coup, toujours sur la formation avant d'arriver au parcours. Est-ce que tu te souviens, quand toi, tu as choisi d'aller en informatique, comment c'était présenté à l'époque ? Est-ce que ça a changé aujourd'hui pour les étudiants, c'est-à-dire en matière d'orientation professionnelle, pour faire quoi derrière, pour quel métier, etc. J'ai aucun souvenir qu'on m'ait présenté quoi que ce soit, franchement. Ouais. Pour moi, c'était assez clair, donc c'est vrai que j'ai pas trop creusé les différentes orientations et les différentes possibilités qui s'offraient à moi. Et à l'époque, on faisait pas des stages en entreprise et des choses comme ça. Ça restait encore plus théorique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça l'est encore pour les étudiants, mais à l'époque, je crois que c'était encore pire. Donc, j'ai pas eu l'impression qu'on nous ait présenté ce job d'une manière ou d'une autre. C'était pas marketé. Non, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, non, c'est vraiment le fait que j'étais déjà dedans qui a fait que j'ai continué. Et est-ce que du coup, maintenant, tu peux nous raconter un peu quel a été ton parcours professionnel, pour le coup ? Ouais, en fait, j'étais développeuse dans l'industrie, dans une boîte qui était autour de la sécurité périmétrique, sécurité autour des aéroports, des sites nucléaires, ce genre de choses, voilà, qui construit du matériel et des logiciels autour de ça. Donc j'étais dans différentes sociétés de ce type-là pendant une quinzaine d'années. Et donc j'étais développeuse et ensuite lead technique. Donc j'avais pas de responsabilité en termes de management de personnes, mais de responsabilité de projet. Voilà. Donc, et après je suis partie chez Microsoft où j'ai un rôle qui est un petit peu différent. Là c'est plus moi qui édite des logiciels, c'est plus moi qui code le logiciel qui va sortir et que les gens vont utiliser, mais j'aide d'autres personnes à le faire sur leurs propres applications, leurs propres produits. Quel a été pour toi, dans ton premier job ou dans le fait d'aller dans un univers industriel par exemple, est-ce que c'était la disponibilité, c'est-à-dire c'est le job que tu as trouvé, est-ce que tu as eu un choix à faire et c'est ce choix que tu as fait, est-ce que maintenant a posteriori tu peux te dire pourquoi ou tu sais pas, c'était Je sais très très bien, parce que je voulais surtout pas faire d'informatique de gestion. L'informatique de gestion. Surtout être dans quelque chose de très technique et ce qu'on appelle dans notre milieu bas niveau, c'est-à-dire proche du matériel. Voilà. Et non, c'était un vrai choix. Parce que je suis attirée par ça, tout simplement. Et du coup, j'ai envie de te dire, quelles sont tes spécialités ? Enfin, on sent bien qu'il y a un fort goût pour la technique, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais, tes spécialités, c'est quoi ? Ou ce que tu aimes en particulier ? Et par opposition à ça, qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout ? Par
rapport à mon job, ou ton job, et de manière plus large dans l'univers du développement, de la programmation. Alors, initialement, ça va quand même être un petit peu technique ce que je veux dire, donc oui, je suis désolée. Initialement, je faisais du développement embarqué, c'est-à-dire des boîtes qui servent de centrale d'alarme, par exemple, qui sont posées dans des sites à risque, etc. Je faisais du logiciel qui était embarqué là-dedans, donc ça reste côté serveur, il n'y a pas d'interface graphique, c'est pas une application qu'on utilise sur un smartphone ou sur un PC. Ensuite, je suis passée plutôt côté ce qu'on appelle client, donc pour faire des applications sur un smartphone ou sur un PC. Et là, je reviens à nouveau au côté serveur avec le cloud, etc. Mais ce qui me plaît, c'est toujours de rester dans la technique et de relever des défis techniques, et ça, c'est récurrent. Est-ce qu'il y a des langages ou des sujets ou des types de projets que tu n'as pas du tout? Et du coup, pourquoi? Justement, tout ce qui est autour de l'informatique de gestion, ça me plaît moins que tout ce qui communique avec des capteurs, des portées, et ce genre de choses. Mais après, pourquoi? Parce que c'est moins stimulant? C'est quoi? C'est le fait de résoudre des problèmes? Ou c'est... Est-ce que tu as une idée de... Alors, j'ai fait beaucoup de développement côté client, donc d'applications. Et par exemple, je commence à m'en lasser un petit peu parce que justement, je trouve ça assez ingrat le fait de positionner différents éléments à l'écran pour qu'ils soient... Comment dire? Pour qu'ils se comportent bien en fonction qu'on tourne l'écran dans ce sens ou dans un autre, etc. Je trouve il y a un côté un petit peu ingrat de faire ce job-là, en tout cas c'est mon avis à moi, et je préfère faire un travail sur l'architecture du code elle-même, et c'est pour ça que j'aime bien en fait plutôt être côté serveur. Mais là, je suis rentrée encore une fois dans la technique, je suis pas sûre d'être très claire. Ah, bon, si quand même, à mon avis. Voilà. Mais qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans le côté évangéliste? Alors le côté évangéliste, c'est autre chose, c'est complémentaire à la partie technique, c'est le fait d'expliquer à une audience comment appréhender telle ou telle technologie et comment la mettre en œuvre de la manière la plus sensée possible. C'est pas quelque chose, c'était un vrai défi pour moi quand je suis rentrée chez Microsoft, parce que j'étais lead technique et mon boulot c'était vraiment pas de faire des conférences. Donc ça c'était un défi personnel, je suis contente parce que ça a bien fonctionné, et surtout le défi c'était que ça me plaise. Donc voilà, ça a de la valeur en fait de voir qu'on sert à quelque chose. Quand on explique un concept et que les gens sont contents parce qu'ils ont compris des choses qui peuvent avancer, et que ça a de la valeur et c'est intéressant, et ça me plaît. Aujourd'hui, globalement, par rapport à ton parcours et par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu es toujours aussi heureuse de ton choix, j'ai envie de dire, pour les mêmes raisons qui t'ont poussée à faire informatique au départ, ou est-ce que finalement tu as découvert d'autres raisons aujourd'hui? Je ne sais pas si ma question est claire. Ouais, mais parfois, quand on se lance dans une carrière ou un secteur, on a des a priori ou des idées. Puis finalement, 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, on se dit finalement, je me suis rendu compte d'autres choses. Ou pas du tout. Oui, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec les conférences. J'aimais beaucoup la partie technique, je l'ai dit et redit. Mais en fait, ce que j'apprécie aussi ces derniers temps, c'est de bosser avec les startups. De leur expliquer un petit peu comment on met en œuvre un projet numérique, comment on le suit en termes de méthodo, les bases techniques, etc. Ça, c'est des choses quand j'explique ce genre de choses à une audience start-up, CEO, etc., et que je vois à quel point ça les aide, vraiment, je me dis, là, il y a quelque chose à faire. Il faut que les audiences non techniques apprennent plus de choses sur la vulgarisation de la tech, parce qu'aujourd'hui il y a du numérique partout et on fait mieux son boulot quand on comprend les principes de base, et voilà, de voir que nous techos développeurs on peut aider à ça, voilà, c'est chouette. Et ça, c'est pas, est-ce que c'est un sentiment partagé, ou est-ce que tu as l'impression plutôt que du coup par défaut les techos sont plus entre eux et font moins de ponts avec d'autres métiers, d'autres secteurs? C'est une impression, mais... Bon, c'est vrai que quand on a une équipe de développement, je ne sais pas s'il y a 10 développeurs dans l'équipe, c'est pas forcément eux qui vont être directement en contact avec les clients ou le marketing. Il y aura des contacts, mais c'est vrai que quand ils sont dans la phase de développement, ils sont un peu... pas mis à l'écart, mais ils ont besoin que d'eux, entre guillemets. C'est un tort aussi, parce que c'est bien de sortir, voir la vraie vie, voir les clients, le marketing, etc. Mais du coup, ta question, c'était... oui, on est un petit peu isolé et on se complaît un petit peu là-dedans, mais c'est vrai que c'est un petit peu dans tous les jobs, on reste un petit peu cloisonné en réseau. C'est vrai que là, c'est poussé... le curseur est poussé un petit peu plus loin, mais c'est lié à notre job quand même aussi, quoi.
parce que celui qui va communiquer avec les autres équipes, c'est plutôt le responsable projet, chef de projet. Il va y avoir quelqu'un qui est identifié pour faire toute la partie métier et voir comment on fait. Tout le monde ne peut pas y participer. Et voilà, on est souvent tout en haut, au dernier étage. Enfin, moi, chaque fois, c'était comme ça dans toutes les boîtes dans lesquelles je suis allée. La hotline, souvent, elle est au dernier étage. C'est assez ingrat, hein, mais là aussi, à chaque fois, c'était comme ça partout où je suis allée. Hotline technique, hein, je veux dire. Hotline technique, c'est au sous-sol, et R&D, là où j'étais, c'était tout en haut. Bon, mais ouais, qui dit tout en haut veut dire personne passe en fait. Oui, c'est pas un carrefour de passage. Voilà, exactement. Est-ce que, j'ai une question qui est plus, entre guillemets, personnelle. À ton avis, qu'est-ce qui te différencie de tes collègues dans ta manière de travailler? Les collègues masculins? Non, en général, voilà. C'est pour ça que je veux, bien sûr que ma question après, c'est peut-être de voir s'il y a une différenciation homme-femme, mais je pars du principe au départ de pas forcément masculin. C'est-à-dire, est-ce que, à ton avis, c'est ton avis à toi, qu'est-ce que tu remarques? Non, je n'ai pas plus de différence avec les uns et les autres que n'importe qui, donc, et même par rapport aux hommes. Enfin, j'ai pas l'impression, surtout que comme on commence notre formation déjà dans ce contexte-là où on a une proportion très faible de femmes, en fait, on s'imprègne un petit peu de ce contexte et ça déteint, enfin, le comportement des garçons déteint aussi un petit peu sur nous. On se comporte un peu comme eux. Enfin, j'ai l'impression que moi, je ne ressens pas de différence entre moi et quelqu'un d'autre dans le même job. Enfin, pas plus de différence que n'importe qui. Voilà. C'était ça le but de ma question. N'importe qui bosse dans la pub ou dans le marketing, il y aurait une différence avec n'importe qui d'autre qui bosserait dans le marketing? Non, je crois pas. C'est-à-dire que pour toi, ta différence, c'est ta différence personnelle. C'est lié à ta personnalité, ta manière de travailler, mais ce n'est pas un attribut, entre guillemets, de la partie féminine de ta... Voilà, c'est là où je voulais en venir, en fait. Non, je pense pas. Est-ce que tu as beaucoup de femmes qui travaillent, ou dans les univers dans lesquels tu étais, tu avais aussi beaucoup de femmes, ou vous étiez toujours minoritaire? Non, on était toujours minoritaire. Après, il y en avait toujours une ou deux, non pas toujours, mais il y en avait, mais très peu, effectivement. Et toi, tu as du coup un point de vue là-dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des différences parfois entre les hommes et les femmes dans la manière de travailler? Mais j'ai envie de dire, ça peut être autant la manière d'aborder un sujet que dans la manière d'organiser son travail, que dans la manière de collaborer les uns avec les autres, que dans ce qui les motive dans le projet, tu vois, il y a plein de... Moi, je trouve pas. Personnellement, je ne trouve pas. Parce que j'ai bossé aussi bien avec des femmes dans mon job qui faisaient le même job que moi, hein, dans l'équipe, et des hommes, et j'ai pas vu de différence. Par contre, je trouve que j'y ai gagné à bosser avec des garçons sur le fait qu'ils sont très, très francs. Ils vont pas se monter la tête pour n'importe quoi, et du coup, tout est assez clair quand on communique. On peut ne pas être d'accord, on peut même gueuler un bon coup, mais après, voilà, on avance. Il n'y a pas trop de petites histoires bizarres. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'avec les femmes avec lesquelles j'ai bossé, c'était pareil qu'avec les garçons. C'est-à-dire, elles avaient... c'est pareil, c'était jamais compliqué. Est-ce qu'elles ont dit c'est l'univers? C'est pareil, on s'est tous imprégnés les uns des autres, et peut-être que le fait qu'il y avait une majorité de garçons qui prenaient les choses un peu de manière premier degré, c'est pas péjoratif, hein, mais dans la communication, bah, nous aussi, hein, on a appris à fonctionner comme ça, et voilà. Ça, je trouve que c'est plutôt un avantage que j'ai pu acquérir, quoi. Et du coup, bon, je fais exprès, hein, mais parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup parfois ou de préjugés ou d'idées, j'en sais rien. Aujourd'hui, toi qui es aussi en contact avec d'autres métiers, d'autres univers, où il y a parfois moins de femmes, dans les startups, il n'y en a pas forcément autant que les hommes. Dans le marketing digital, il n'y en a pas beaucoup, même si dans le marketing, il y a beaucoup de femmes. Est-ce que tu remarques la même chose? C'est-à-dire... Pour toi, tu vois des personnalités différentes, ou est-ce que parfois tu te dis ah tiens là c'est vraiment une question de femmes et d'hommes et je trouve des traits qui se reproduisent? Non, honnêtement, je vois pas de traits qui se enfin, non, pour moi c'est les individus vraiment. Peut-être que pour être une femme dans ces métiers-là, on a dû quand même faire notre place, on a dû se battre un peu, enfin, ça nous a forcé à sortir aussi de notre coquille un petit peu. Parce que comme on est minoritaire, parfois on ne nous demande pas notre avis, et du coup si on veut dire quelque chose voilà, prendre une position, on va devoir le dire plus fort peut-être au début, donc ça nous force un petit peu à nous affirmer. Voilà. Pourquoi toi, à ton avis, j'imagine la question tu t'en doutes, est-ce qu'il y a aussi peu, aujourd'hui encore, de femmes dans le développement informatique?
C'est une bonne question. En fait, c'est pas comme ça dans tous les pays. Si on prend l'Inde, par exemple, il y a une proportion beaucoup plus équilibrée d'hommes et de femmes dans ces milieux-là. Parce que ben, voilà, dans les pays en voie de développement, en fait, ben, on fait comme on peut, on avance comme on peut. Et les hommes et les femmes, dans ce cadre-là, enfin, les filles et les garçons sont à égalité. Et ça les choque pas plus de faire ce genre de job que n'importe quoi d'autre. Et du coup, on peut imaginer que c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'autrement, dans les pays industrialisés comme le nôtre, il y a des vraies différences et ça ne s'arrange pas a priori. Je n'ai pas vu les dernières études, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et ça peut être étonnant parce que c'est à la mode en plus, être geek, codé, on voit ça un petit peu partout. Donc il faut espérer que ça changera. Mais, c'est culturel et voilà, parce que oui, on va donner plutôt une poupée à une fille qu'autre chose. Mais comme tu le disais, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, tout à fait. Après, c'est une question de hasard aussi. Je suis tombée sur un truc qui me plaisait, j'ai continué, ça a dédramatisé la partie technique. Peut-être que si jamais... Enfin, je reviens sur les Lego, on ne sait pas si c'est à cause de ça, mais c'est une image. Peut-être que si j'avais pas pu éprouver le fait de monter des blocs les uns avec les autres et me rendre compte que finalement c'est pas grand-chose, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Ça tient peut-être à pas grand-chose. Toi, ça ne t'a jamais freiné de te retrouver dans un milieu où tu étais vraiment minoritaire Ah non, si quelque chose devait me freiner, c'était pas le fait que je sois minoritaire. C'était en rapport à la technique peut-être, est-ce que j'en étais capable ou ce genre de choses. Mais jamais je me suis dit, il n'y a pas de fille, donc ça craint. J'ai jamais pensé ça. Et du coup, j'ai une autre question peut-être un peu bête, mais est-ce que quand on est, entre guillemets, minoritaire dans un milieu, on doit être forcément très bonne ou meilleure pour émerger? Ça fait partie aussi des fois des préjugés. Ou est-ce que finalement, j'ai envie de dire, on a le droit de se planter, d'être aussi moyen que les hommes? C'est pas une question simple. On a le droit de se planter, mais c'est vrai que on retiendra plus facilement nos échecs que ceux des garçons. C'est-à-dire que si un garçon échoue, on va dire ah bah ouais, il a raté le truc. Et si c'est une fille qui échoue, on dira ah ouais. Elle n'était pas faite pour Ah ouais, ça. non, mais voilà, ça prouve que j'exagère et je caricature. Oui, je me doute. Mais c'est vrai que quand on n'a pas travaillé avec vous, si la première expérience, elle n'est pas super concluante, c'est dangereux pour l'avis que les gens peuvent avoir de vous. Donc on a moins droit à l'erreur, c'est vrai, je le pense. Mais néanmoins, enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis. Une fois que je travaille avec les gens, j'ai jamais vu aucune différence entre leur rapport avec moi ou un homme, enfin voilà, un de mes collègues masculins. Une fois qu'on bosse, on bosse, si on est un collègue. On n'est pas des filles ou des garçons, on est des collègues en fait, c'est tout. Qu'est-ce qui, toi, tu as des engagements associatifs du CHES France, mais peut-être d'autres aussi dont tu voudrais parler. Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir ce genre d'engagement et quelles sont les actions qui te motivent là-dedans? Alors du CHES France, effectivement, c'est une association qui, en gros, fait la promotion des femmes qui sont dans la tech. Enfin, faire la promotion, c'est beaucoup dire, mais l'idée déjà, c'est qu'on se retrouve entre femmes techniques et du coup, on peut papoter entre nous. C'est la première chose, toute simple et toute bête, mais qui fait parfois du bien quand même parce qu'on se comprend. Même si tout se passe bien dans le boulot, des fois, on a envie de discuter avec une autre fille sur sa manière de voir les choses, même sur la partie technique aussi, c'est intéressant. Il y a le fait aussi qu'on a envie qu'il y ait plus de femmes qui soient visibles dans la tech, notamment dans notre métier. En fait, on participe souvent à des conférences techniques nationales, internationales, et parmi les speakers, donc les gens qui sont sur scène pour parler, il y a très peu de femmes. Et donc dans cette association du CHES, il y en a plusieurs qui sont speakers, qui ont participé à des confs, et l'idée c'est qu'en fait, on coach d'autres développeuses, d'autres femmes techniques pour qu'elles aussi puissent prendre plus facilement la parole lors des conférences techniques. On va les aider à répondre au call for paper, on va les faire répéter, etc. Donc voilà, c'est une petite entraide. Faire en sorte en fait que les femmes se sentent mieux dans leur job et faire en sorte qu'elles réussissent dans leur job, qu'elles soient légitimes sur la partie technique et qu'elles se sentent aussi, qu'elles puissent rencontrer aussi d'autres personnes dans la tech, du réseau, etc. Voilà. Ça c'est une fois que la femme est dans le rôle de la technique, voilà, qu'elle s'y sente bien et qu'elle puisse grandir de la meilleure manière possible. Et puis après, il y a l'autre volet qui est justement, venez, c'est sympa d'être dans la tech. Quand on est une fille, ça marche très bien, et voilà. Et donc l'idée, c'est effectivement de montrer plus de profils techniques, apporter de la visibilité aux développeuses pour que d'autres jeunes filles, femmes, ou en reconversion par exemple aussi, puissent se dire, tiens, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas faire ça aussi, puisqu'elles le font et ça marche, et en plus elles s'éclatent.
Est-ce que tu vois des initiatives dans d'autres pays, par exemple, que vous trouvez être intéressantes comme source d'inspiration dans la mécanique de ce qu'elles font ou en termes de modèles ou autres? Alors, des choses que tu pourrais citer ou pas, vous en fait, créez comme Duchesse, vous le sentez? En fait, Duchesse, à la base, c'est un groupe c'est un Java User Group. En fait, c'est un groupe de développeurs du langage de programmation Java. Donc, ça a pivoté, on va dire. Comme ça. Ouais. Ça a évolué et maintenant, voilà, c'est ouvert à tous les types de langages et de techno. Mais des user groups comme ça, il y en a sur différents langages, différents technos et partout dans le monde. Après, du coup, des duchesses, il y en a partout dans le monde. Et en fait, on ne s'inspire pas forcément de groupes techniques internationaux, mais on essaie plutôt de voir qu'est-ce qu'on peut apporter, que ce soit en France ou dans le monde, mais enfin, on est plutôt production locale. On cherche des idées, en fait, effectivement, pour avoir plus de valeur dans le fait d'aider les femmes à accéder aux métiers techniques. On a plein d'idées, en fait, plein de nouvelles idées pour l'association Duchesse. On ne peut pas encore parler de tout, mais il y a plein de choses qui bouillonnent dans nos petites têtes et qu'on va mettre en avant. Tu as abordé le sujet de la transmission. Du coup, si tu devais transmettre aujourd'hui à des enfants ou à des adolescents, peut-être si tu as des enfants de ces âges, le goût de ces métiers, de cet univers, qu'est-ce que tu ferais pour t'assurer que ça intéresse autant de filles que de garçons? C'est une bonne question. D'ailleurs, j'y arrive pas forcément puisque j'ai un garçon qui a 14 ans qui est un vrai geek pur et dur. Et ma fille qui a 12 ans, elle, ça l'intéresse normalement, juste elle utilise les applications sans plus. Donc en fait, il n'y a pas du mimétisme automatique déjà. Non, il n'y a pas de mimétisme automatique. Je crois juste que chacun doit aller vers ce qu'il aime. Mais c'est vrai que si on lui propose pas justement cette voie-là, il peut pas savoir s'il va l'aimer ou non. Donc voilà, d'avoir cette ouverture sur tout est possible, on peut tout faire, que ce soit sur la partie technique, mais sur plein d'autres choses, la médecine, etc. Enfin, plein d'autres métiers. Voilà, faire connaître les métiers, montrer qu'on peut se plaire dans ces métiers-là, que ce soit des garçons ou des filles, donc les rôles modèles, je pense que c'est important quand même. On n'a pas comme ça d'idée sur, quelqu'un de très connu, une femme très connue qui serait développeuse, enfin il y en a évidemment historiquement, mais néanmoins c'est pas dans la tête des petites filles. Et pour intervenir de temps en temps dans les collèges, dans les lycées, dans les groupes de jeunes filles pour parler un petit peu de mon métier, ce que je retrouve à chaque fois c'est... elles n'ont pas envie en fait. Moi je viens un petit peu les embêter, dire hey, si développeur et tout. Ah ouais, mais c'est quoi? Ah non, ah pourquoi tu veux pas? En fait, pour elles, quand même, ça reste associé à l'image du geek avec les cheveux gras, les lunettes, les boutons qui restent devant sa machine et qui n'en sort jamais. Ça reste quand même encore cette image. Et l'image idéale de la femme pour elles plus tard, c'est quand même pas ça. Et elles associent vraiment cette image à ces métiers. C'est dommage, il faudrait casser ça. Donc si on pouvait avoir effectivement plusieurs femmes qui sont normales, enfin, comme une femme lambda, avec ses différences, et elle s'habille en fille ou pas, enfin elle fait ce qu'elle veut, mais juste quelqu'un de normal, plein de personnes normales qui font ce job, elles peuvent se projeter plus facilement. Voilà. Est-ce qu'il y a des initiatives que tu vois, d'ailleurs peut-être ailleurs dans le monde, autour des enfants ou des ados qui te paraissent intéressantes, particulièrement envers les filles ou pas que? Au-delà des rôles modèles, est-ce que par exemple les cours de techno, j'en sais rien, les activités, toutes ces initiations à ces univers, quel est ton point de vue là-dessus, toi, aujourd'hui? Est-ce que pour toi ça marche ou est-ce que c'est une manière lambda, basique de donner le goût? Qu'est-ce que tu en penses? Alors il existe des ateliers pour les enfants, Kids Coding par exemple, donc je trouve ça super, démystifier un petit peu la technique à travers ces ateliers-là. Il y a une initiative aussi qui s'appelle Wi-Fi, qui aide des collégiennes en fait à participer à des ateliers de code pendant les vacances et petit à petit elles apprennent plein de techniques différentes pour programmer. Donc il y a plein de choses qui existent et qui sont en maturation aussi, et puis il y a des choses liées à notre gouvernement aussi, à l'éducation, qui sont en train de se faire. Je ne sais pas en fait quelle est la solution ni quelle est la meilleure manière de faire. Parce que moi-même, je suis spectatrice en fait de tout ça, et en plus, vu que j'y suis, je vais avoir un regard forcément biaisé, qui a de la valeur, je pense, mais c'est une vision sur comment on pourrait transmettre aux jeunes, et c'est pas forcément cette vision-là qui sera la plus pertinente, parce que moi, je suis déjà dedans. Je suis pas justement cette audience qui a du mal à y rentrer. Il faut réussir à identifier pourquoi elles n'ont pas envie d'y rentrer, et quels sont les bloqueurs. Mais,
ça va aller. Pour finir, arriver vers la fin de mes questions, qu'est-ce qui te frustre le plus aujourd'hui dans ton activité ou dans ton métier? Qu'est-ce qui me frustre le plus? Oh là là, c'est une bonne question. Je suis pas sûre que ce qui me frustre, ce soit lié aux femmes ou aux hommes. Je crois pas. Je crois que le fait d'être une fille, c'est une... Non, c'était une question asexuée. C'était plus pour Ouais, voir par rapport au métier globalement. C'est un petit peu dommage qu'en France, en fait, on ait du mal à progresser quand on reste dans un métier technique. C'est un problème qu'on ne trouve pas aux US, par exemple, ou dans d'autres pays. Donc, voilà. Ce que tu appelles progresser, c'est dans quel sens? C'est quel type de progrès? En fait, progresser en termes de seniorité, en termes de salaire aussi, hein, surtout, en fait. Et de responsabilité. Enfin, responsabilité. Non, plutôt salaire, en fait. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même des métiers recherchés, demandés, qui sont le socle de beaucoup d'entreprises. Ben, on considère qu'à partir d'un certain niveau de seniorité, si on veut progresser, il faut passer manager. Voilà. En France, c'est comme ça. Je n'ai pas forcément les réponses du pourquoi, du comment, mais c'est... En fait, un technicien, parce que c'est ce que je suis, un technicien qui va rester technicien toute sa vie, c'est quelqu'un qui a raté sa vie professionnelle en France. C'est comme ça que c'est vu. C'est dommage, hein. Alors qu'on peut avoir vraiment une seniorité très importante sur la partie technique et énormément de valeur pour une société ou pour un projet. Donc je pense qu'il en faut un petit peu pour tous les goûts, tous les âges et tous les types de seniorité. C'est dommage en fait qu'il y ait ce bloqueur. Ouais. Et donc à l'inverse, dernière question positive, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais exaucer 3 vœux, lesquels seraient-ils? 3 vœux pour quel... Non, de manière générale par rapport à ton activité ou ton métier ou ton secteur. Alors, avoir une super idée de start-up et avoir le courage de me lancer dans un truc et qui marche. Juste parce que, ben voilà, c'est tout. Ça fait 2 vœux. Ouais, ça fait 2 vœux. Mince, il me reste plus qu'un alors. Voilà, non, et puis après, avoir un bon équilibre vie personnelle et vie professionnelle, ce que j'aime, et c'est vrai que après, au-delà de la technique, et là ça n'a vraiment rien à voir avec mon job à moi, quand on est une femme et qu'on travaille et qu'on a une famille, j'ai 3 enfants, c'est toujours compliqué de réussir sur tous les tableaux en même temps partout, donc, mais ça c'est vraiment pas lié à mon job. Ça c'est une question que je n'ai pas posée du coup, mais est-ce que quand on est dans les métiers du développement, est-ce que ce sont des métiers qui ont en termes de rythme de travail ou qui peuvent être plus exigeants, nécessiter des horaires décalés, etc., que d'autres, ou non, pas forcément? C'est une question d'organisation personnelle. Non, je pense que justement ça peut nous permettre, on pourrait imaginer adapter en fait le rythme d'une journée, puisque quand on fait du développement, finalement on est quand même seul devant sa machine, même si on travaille en équipe sur un projet, ou voilà. Mais finalement on peut très bien faire ça de chez nous. D'ailleurs moi je travaille une partie de la semaine depuis chez moi. Et une partie de la semaine chez Microsoft. Donc ça c'est vraiment intéressant. Je connais pas mal de gens qui se sont installés au fin fond de la Cambrousse pour travailler avec une société qui, elle, est dans une capitale. C'est des choses qui sont possibles. Donc c'est vrai que ça oui, c'est un job qui peut être mis en œuvre avec beaucoup de souplesse. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose? Une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, ou un message important que tu as envie de faire passer? Ben non, tant mieux s'il y a plus de femmes qui viennent dans la technique, mais l'idée de se reconvertir aussi, c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour les femmes, pour les hommes aussi, mais voilà, je pense que si la technique vous a toujours titillé, c'est intéressant de voir un petit peu comment ça se passe, de gratter. C'est pas du tout aussi compliqué que ce qu'on imagine. Voilà. Il y a des choses qui sont accessibles à tous les niveaux. Oui, alors j'avais dit dernière question, mais du coup je rebondis. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit pas mal de gens, je sais pas en termes statistiques, mais qui au bout de 10, 15, 20 ans des fois de carrière professionnelle ont envie de changer et passent parfois par des reconversions importantes vers des métiers parfois manuels ou autres. Enfin je veux dire, ils changent complètement. Est-ce que ça c'est imaginable? Est-ce qu'on peut devenir développeur à 40 ans? Est-ce que tu as déjà vu ces cas de figure en termes d'années de formation, voilà, ou non, ça devient quand même compliqué? En fait, c'est un petit peu comme être chef dans un restaurant. On peut être développeur à différents niveaux, entre guillemets. On peut très bien ouvrir une pizzeria. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de compétences pour pizzaiolo, mais on peut très bien ouvrir un restaurant et très bien réussir à son niveau parce qu'on fait des super pizzas sans forcément être chef étoilé. Et c'est un petit peu pareil, c'est caricatural ce que je dis, mais quand même c'est un petit peu pareil dans le développement.
On peut faire des choses assez simples avec des frameworks existants pour faire des sites web. Ou on peut déjà s'amuser largement et répondre à un besoin même d'affaires, hein, si on en fait son job. C'est pas forcément pour ça qu'on sera un développeur très 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 technique, mais c'est pas grave, on peut en faire son job quand même. Donc il y a vraiment différents niveaux de compréhension du développement informatique et on peut s'initier facilement. Il faut quand même bosser un peu, hein, on n'a rien sans rien. Mais voilà, c'est accessible pour démarrer. D'accord. Pour avoir des petites choses, on peut commencer petit, il faut commencer petit. Il ne faut pas en demander trop tout de suite. Et c'est très gratifiant comme job parce qu'on se rend compte qu'on arrive à faire des choses. D'abord, on n'arrive pas hein, pendant longtemps, ça c'est normal. Faut s'accrocher. Voilà, mais pas seulement en termes de reconversion, hein, c'est un job où il faut persévérer et ça c'est important. Il faut être tenace. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Yuna.